Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie et les convictions d'un homme qui a changé le destin d'un des plus grands pays du monde, l'Inde. Celui qui sera surnommé le Mahatma, la grande âme. Aujourd'hui, ce nom évoque les valeurs de respect, notamment religieux, mais il évoque aussi la lutte contre la colonisation, qui est la norme un peu partout dans le monde à son époque. Il est aussi une grande source d'inspiration pour ceux qui ont fait des manifestations pacifiques, leur moyen d'action pour contester l'ordre établi. Pour revenir sur ces combats et les valeurs qu'il véhicule aujourd'hui, je vous propose de retracer les grandes époques de sa vie, ses pensées et ses combats. Gandhi est né le 2 octobre 1869 dans le nord-ouest de l'Inde dans une famille bourgeoise. Son père est avocat et sa mère, très pieuse, lui apprend le jeûne comme méthode de purification. Elle lui apprend également des valeurs de tolérance et met en avant la non-violence radicale, l'ahimsa, qui est l'idée que toute vie animale et humaine doit être préservée. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Gandhi était en fait un grand timide dans ses jeunes années, ce qui redonnera espoir à tous les grands timides, car oui, on peut être un grand timide et devenir quelqu'un de très influent. Comme le veut la tradition, il se maria à 13 ans avec Kasturbai, qui sera sa fidèle partenaire de combat. Malheureusement, après leur mariage, son père tombe gravement malade et Gandhi doit s'occuper de lui comme un vrai petit infirmier. À la mort de son père en 1885, il devient à son tour avocat et prêta serment. Il ne touchera ni viande, ni alcool, ni femme. Le problème, c'est que Gandhi est si timide qu'il n'ose pas prendre la parole en public. Il ne trouve donc aucun client. Il se retrouve alors forcé de mettre la clé sous la porte et accepte un poste d'avocat en Afrique du Sud. La mort de sa mère en 1891 ne l'encouragea pas à rester, il partira donc en Afrique du Sud pendant 22 longues années. Là-bas, il vécut beaucoup de racisme et de discrimination, comme le prouve son tout premier jour où il est violemment jeté du train car un autre passager ne voulait pas partager le wagon avec un Indien. Il ne le savait pas, mais les wagons de première classe étaient interdits aux personnes de couleur. Il passa donc la nuit dans le hall de la gare dans laquelle il avait été déposé. C'est ce jour-là qu'il décida de devenir résistant. Inspiré par Tolstoï, il adopta la non-violence comme méthode de résistance, d'où découla sa célèbre citation « Ce que tu gagnes par la violence, une violence encore plus grande te le fera perdre. » Dans les années 1890, les autorités d'Afrique du Sud tentent de mettre en place un racisme légal à l'encontre notamment des Indiens et doivent se faire enregistrer et avoir une carte d'identité spéciale. Tous les mariages chrétiens seront aussi considérés comme nuls et illégaux. Gandhi tient aussi à renforcer la communauté indienne, l'émanciper, notamment des réflexes de crainte vis-à-vis des Blancs. Il prend à bras le corps le sujet et inculque des principes de vie plus moraux. Il donne l'exemple avec quelques disciples d'une vie simple, morale et religieuse. Il mêlera des actions telles que refus d'obtempérer à tout acte injuste ou discriminatoire, acceptation sans réponse de toutes ses vices corporels et de tout emprisonnement, boycott des produits étrangers, grève générale dans tout le pays et désobéissance civile, création de fermes collectives appelées ashram, refus catégorique du système de caste, tolérance religieuse et respect mutuel, sacrifier les biens personnels, privilégier la non-possession. Il créa par exemple le corps indien des ambulanciers du Natal qui soignait indistinctement les prisonniers des deux camps pendant la guerre des Boers et soignait les malades atteints de la peste au péril de sa vie et fut vite appelé par les Africains frère Gandhi. Impressionné par les actions de Gandhi, un général finit par abroger bon nombre de lois. Fort de sa victoire, Gandhi retourna enfin en Inde en 1915, maintenant élevé au rang de héros national et avec une renommée devenue internationale. Il commença alors son deuxième combat, mener l'Inde vers l'indépendance. Il passe une année à visiter le pays, allant de maison à maison, avec son groupe d'adhérents pour comprendre comment le pays fonctionne. Il met le doigt sur le plus gros problème, les castes. Pour résumer le système des castes, les intouchables sont considérés comme les parias et sont les plus pauvres du pays, tandis que les brahmanes, représentés par les guerriers et les commerçants, sont les castes les plus hautes. Les castes sont également endogames, c'est-à-dire que l'on ne peut se marier qu'avec des personnes de la même caste. Ce système met en avant les hindous, excluant les minorités en bas de l'échelle sociale, notamment les musulmans. Je vous propose ici de comprendre la vie de Gandhi à travers les grands fondements de sa pensée et les moyens d'action qu'il envisage. La non-violence et la non-coopération. Découvrons comment il a fait basculer l'histoire dans son pays. Gandhi déteste la politique, la lutte institutionnelle qu'elle représente.
Mais il pense que c'est le seul moyen pour changer les choses, alors il décide d'y rentrer et mène des campagnes pour soutenir les personnes pauvres, améliorer la condition des femmes et supprimer le statut des intouchables, et invente même le concept de jeune politique qu'il utilisera à de multiples reprises au cours de sa vie, frôlant même parfois la mort. Le 4 février 1916, il fait un discours qui fait sensation où il demande l'abandon de l'anglais comme langue officielle, développe ses idées pour l'autonomie de l'Inde, recommande de faire des efforts au niveau de l'hygiène et préconise le partage des richesses. C'est en 1917 qu'intervient la première réelle désobéissance civile quand Gandhi lutte aux côtés des cultivateurs d'indigo qui vivent au pied de l'Himalaya. Ces paysans travaillent pour de grands propriétaires anglais à qui ils reversent la totalité de leur production. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont réussi à faire de l'indigo synthétique. Sa récolte devient donc sans intérêt. Les propriétaires n'exigent donc plus qu'on leur verse la production, mais demandent en contrepartie une compensation financière. Beaucoup de paysans s'exécutent, mais certains font appel à Gandhi. La lutte débute, et après beaucoup d'échanges, un compromis est trouvé. Gandhi résume son combat de la sorte. Je déclarais que les Britanniques ne pouvaient pas me donner d'ordre dans mon propre pays. Peu après, les grèves des ouvriers du textile éclatent à Ahmadabad. Sous-payés et vivant dans des conditions lamentables, les ouvriers demandent à vivre décemment. Malgré le soutien de Gandhi, la volonté de certains ouvriers faiblit. C'est alors que Gandhi choisit le gène pour renforcer les ouvriers dans leur détermination, mais aussi pour s'adresser au cœur et à la conscience des patrons. Ces derniers finissent par accepter un compromis. Ses premiers succès donnent un tremplin incroyable à Gandhi dans la vie nationale indienne. Mais les succès sont parfois suivis d'échecs. À la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, il se lance dans une campagne de recrutement pour envoyer des soldats indiens faire la guerre en Europe pour tenter de séduire les Anglais et obtenir l'indépendance de son pays. Cette décision, contradictoire pour un non-violent, n'est ni comprise ni acceptée. La situation pour l'indépendance de l'Inde n'avance pas. Pire, elle recule avec la mise en place des lois Rowlatt qui suspendent les droits civiques des Indiens. C'est une humiliation pour Gandhi. Sa réaction fut d'organiser une grève générale du pays, mais elle provoque des débordements dans plusieurs villes avec des bâtiments brûlés et des Anglais agressés. En réponse, le 13 avril 1919, à l'occasion d'un rassemblement pacifique contre les Anglais, la foule est amenée vers un endroit clos et le général Dyer donne l'ordre de tirer. 379 hommes, femmes et enfants seront abattus ce jour-là, ainsi qu'un millier de blessés. Gandhi considère avoir commis une énorme erreur, grosse comme les montagnes de l'Himalaya, dira-t-il. Furieux, il parvint à réunir les communautés hindoues et musulmanes, pourtant rivales jusque-là, et à unifier le pays pour la lutte contre son indépendance. Il se lança dans une grande campagne de non-coopération civique pour boycotter les produits, les institutions et les entreprises anglaises, ainsi que le refus de payer l'impôt. Gandhi tient à faire renaître l'artisanat local, fragilisé par la conquête britannique. C'est à ce moment-là qu'il adopte la tenue qui l'accompagnera pour le reste de sa vie, un simple pagne de coton blanc, ainsi qu'un rouet, outil qui servait aux Indiens pour fabriquer leur propre tissu, un symbole d'autonomie qui finira d'ailleurs sur le premier drapeau de l'Inde indépendante. En 1922, il est condamné à 6 ans de prison, mais il sera relâché au bout de 2 ans et fut élu à la tête du Parti du Congrès. En 1930, se déroule la célèbre Marche du sel, où Gandhi appelle ses compatriotes à violer la loi sur le monopole du sel en le récoltant eux-mêmes dans l'eau de la mer. Le symbole est fort, la désobéissance civile connaît un événement encore jamais vu auparavant. Cette marche est décidée en raison du refus des Anglais d'accorder à l'Inde le statut de dominion. Elle vise aussi à marquer le refus des taxes anglaises sur le sel. La foule suiveuse, dans une ambiance de fête, est de plus en plus nombreuse. De nombreux journalistes et intellectuels sont également présents. Le Mahatma est arrêté le 5 mai et ne fait qu'aggraver la situation. Pour calmer les choses, un pacte est signé en 1931 avec les Britanniques, prévoyant la libération de prisonniers politiques en échange de la suppression de la désobéissance civile et de la venue de Gandhi en Angleterre. Les discussions sont un échec, et il retourne en Inde où la situation va de pire en pire. Ne trouvant pas de terrain d'accord complet, il finit par démissionner du Congrès indien et se concentre sur des problèmes économiques et sociaux. En prison, Gandhi s'oppose au projet de loi britannique de créer un collège décisionnel propre aux intouchables, rendant officielle leur mise à l'écart. Il menace d'entamer un jeûne à mort
autrement dit une grève de la faim. L'émotion secoue l'Inde. La société entière se mobilise pour trouver une solution et permettre au Mahatma d'interrompre son jeûne. Après de grosses concessions des deux côtés, un accord est trouvé. Gandhi cesse à temps son jeûne, son état de santé était devenu très préoccupant. Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, le nationalisme indien est remis au premier plan. En 1939, le vice-roi britannique déclare l'Inde en guerre avec le Troisième Reich sans consulter les dirigeants indiens. Les Indiens annoncent leur hostilité au nazisme, mais exigent leur indépendance en échange de leur participation. À court de moyens, Gandhi renonce pour la deuxième fois à la non-violence. Un choix décevant pour un tel homme qui préférera l'adage « la fin justifie les moyens » plutôt que de garder sa ligne directrice. Erreur qu'il payera cher car le vice-président ne tiendra pas ses promesses et Gandhi relancera la désobéissance civile. En 1942, Gandhi lance son célèbre « Quit India », quitter l'Inde. Il est arrêté par les Britanniques et ne sera libéré qu'en 1944. La fin de sa vie est un calvaire pour le Mahatma. Tout ce pourquoi il a lutté pendant 30 ans semble plus éloigné que jamais. Les rivalités entre hindous et musulmans sont à leur apogée. Même si l'Angleterre s'est résignée à l'indépendance de l'Inde, le chef de la Ligue musulmane demande la création d'un État pour son peuple, le Pakistan. Pour Gandhi, la séparation de son pays par confession est inacceptable. Les combats dans les rues sont féroces, les discussions semblent impossibles. À 75 ans, Gandhi est contraint de reprendre son bâton de pèlerin et tente de concilier l'inconciliable. La non-violence ne résiste pas à la séparation. Le plus grand exode de tous les temps commence. 12 millions de réfugiés musulmans quittent l'Inde pour rejoindre leur nouveau pays. Les hindous, étant sur le territoire pakistanais, font le chemin inverse. Des atrocités sont commises de part et d'autre. Le bilan est terrible, entre 1 et 2 millions de morts. Le dernier combat de la vie du Mahatma sera de tenter de réconcilier les deux communautés. Il demande aux hindous de faire de grands sacrifices pour la communauté musulmane et il sera accusé de trahison par de nombreux ultra-hindouistes. Son dernier combat lui coûtera la vie. Plusieurs tentatives d'assassinat sont fomentées. Le 30 janvier 1948, à Delhi, Gandhi tombe sous les balles d'un fanatique. L'autorité morale incontestée s'est éteinte. Cet incident provoqua une émotion considérable à travers le monde et fut une véritable tragédie nationale en Inde. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de ce personnage extraordinaire? L'aspect le plus connu est bien entendu sa philosophie de la non-violence, de la désobéissance civile ou encore sa vision pour une nouvelle organisation sociale et économique de l'Inde. Pourtant, cet héritage ne fait pas l'unanimité. Objectivement, Gandhi n'a pas pu obtenir le changement de mentalité qui aurait permis une évolution conforme à ses rêves. Malgré tout, Gandhi reste l'une des plus grandes figures de notre temps et continuera d'inspirer d'innombrables personnes à travers le monde.